Bonjour à toutes et à tous, vous êtes prêts à laisser de côté le quotidien pendant 38 minutes? Alors bienvenue. Dans Invitation au voyage, on vous embarque chaque jour vers 3 destinations et en général ça se passe plutôt bien, voire mieux que bien. Et aujourd'hui, on revendique le droit à la paresse à Odessa. Vous savez ce qui rend cette ville d'Ukraine si agréable? Eh bien c'est justement la flemmardise. Les habitants prônent l'ivresse de la vie, les bains de soleil et bien d'autres plaisirs, depuis les calendes grecques. Un héritage hellénique dont on ne va pas se priver, évidemment. Si à Odessa, les dieux grecs sont à tous les coins de rue, à Hawaï, on danse pour la déesse Pélé, celle des volcans. Cette terre volcanique a même aidé l'homme à se rapprocher du ciel et à marcher un peu plus près des étoiles. Vous en aurez la preuve dans l'incontournable. Une bonne ratatouille, un terrain de pétanque dans le jardin, et on peut très vite se croire en Provence. Il y en a un qui a bien profité des plaisirs offerts par la région, c'est l'écrivain Peter Mayle. Cet Anglais a découvert le Luberon à la fin de la quarantaine et il en est tombé immédiatement amoureux. Mieux que ça, le Luberon a confirmé son goût pour l'écriture, enivré par l'odeur de la truffe et du bon pain. Et encore, il n'avait pas goûté à ma ratatouille. C'est l'inspiration. Invitation au voyage, c'est 3 destinations chaque jour. Et dans un instant, on va marcher sur Hawaï. Mais pour l'instant, direction Odessa, en Ukraine. Là-bas, on revendique le farniente, le droit des hommes à goûter au plaisir des dieux. Eros, Dionysos ou même Aphrodite. À Odessa, on cultive un hédonisme hérité tout droit de l'Antiquité. Regardez et surtout profitez. Le soleil du sud baigne de sa lumière généreuse colonnes, portiques et statues de dieux grecs. Des rangées de marronniers, tilleuls et acacias centenaires qui traversent la ville protègent d'une ombre salvatrice les promeneurs. Avantageusement située entre la mer Noire et la steppe fertile de l'Ukraine méridionale, Odessa était jadis l'une des villes les plus prospères de l'Empire russe. Odessa a toujours été une cité à part dans l'univers slave. Elle a été fondée à la fin du XVIIIe siècle par l'impératrice Catherine II sur l'emplacement d'une forteresse turque. Pour la construire et l'administrer, l'impératrice a fait appel à des Européens, des architectes, des ingénieurs et des militaires, français, espagnols ou hollandais. Ensemble, ils ont rêvé une ville idéale, héritière des cités helléniques qui ponctuaient le littoral nord de la mer Noire quelques 26 siècles plus tôt. Cette culture grecque, considérée comme un élément fondateur de la civilisation occidentale, a donné naissance à la ville la plus européenne de l'Empire russe, Odessa. Jadis, Aristote a créé le terme antéléchie, qui signifie la capacité d'une culture déjà éteinte à féconder une autre culture vivante. À Odessa, c'est une évidence. Son quartier historique est situé au-dessus d'une couche archéologique d'époque hellénique, qui féconde donc cette nouvelle ville d'Odessa et lui donne son âme antique. De là est probablement né ce qu'on appelle l'esprit d'Odessa. Un mélange particulier d'insouciance, d'humour et d'hédonisme aux antipodes d'autres villes slaves au passé lourd de batailles et de déchirements. L'une des plus vieilles plages de la ville porte le nom d'un aristocrate français qui a gouverné Odessa, le comte de Langeron. C'est ici qu'on comprend le mieux de quoi retourne le farniente odessite. Dans l'Antiquité, un mortel pouvait devenir un dieu. Et quel est l'intérêt de devenir un dieu? C'est de festoyer éternellement, car les dieux ne travaillent pas. Ils ne font que festoyer. À Odessa, c'est mal vu de travailler. Ce n'est pas quelque chose de prestigieux. Ici, on est fier de flemmarder. On boit du vin, on courtise les femmes et on passe notre temps dans les restaurants. Pourtant, rien ne laissait présager une telle destinée pour Odessa. À la fin du XVIIIe siècle, les Cosaques conquièrent la forteresse turque située sur l'actuel site d'Odessa et fondent un avant-poste militaire contre les Ottomans. La Russie, qui se livre à une succession de guerres contre son voisin du sud depuis plusieurs siècles,
obtient enfin un débouché sur la mer Noire. Et l'histoire antique de ces terres intrigue les stratèges russes. À l'époque, la société russe et européenne était fascinée par l'Antiquité. C'est la période du classicisme qui a débuté avec les fouilles de Pompéi. Les gens s'identifiaient aux héros antiques. Cet idéal a marqué l'un des Européens ayant participé à la fondation d'Odessa, José de Ribas, militaire espagnol au service de Catherine II. L'une des versions sur l'origine du nom d'Odessa serait que José de Ribas, l'un des fondateurs de la ville, s'imaginait en Ulysse, Odysseus en grec. Il avait le même comportement qu'Ulysse. Il était incroyablement habile, malin et vaillant. Au début de sa carrière, dans l'armée russe, il a commandé un brûlot, c'est-à-dire un navire chargé de matières explosives lancé sur les vaisseaux ennemis pour les incendier. Impossible de survivre, mais lui, il a réussi. José de Ribas n'était pas seulement au service de l'impératrice Catherine II, il était aussi son amant. Et ils ont décidé ensemble de nommer la nouvelle ville en l'honneur d'Odysseus, mais au féminin, ainsi est né Odessa. Pour comprendre cette attraction qu'exerçait l'Antiquité sur les fondateurs de la ville, il faut se rendre sur le site d'Olbia Pontique, une ancienne colonie grecque située sur les berges du golfe Borysténique, à 2 heures de bateau d'Odessa. Il ne subsiste aujourd'hui que quelques ruines de cette cité prospère, mais l'autel principal, dédié au sacrifice, est encore debout. Cet autel a 2500 ans. Il est situé en face du temple de Zeus et du temple d'Apollon. Les fidèles y pratiquaient des libations, c'est-à-dire qu'ils y versaient des liquides de toutes sortes, de l'huile d'olive ou du vin. Ils pensaient que les dieux venaient en boire dans ces grandes coupelles. Pour eux, cela attirait les faveurs des dieux et garantissait de bonnes récoltes. Les auteurs antiques appelaient la côte nord de la mer Noire l'estomac de la Grèce antique. C'est cette région qui fournissait les ressources agricoles pour le développement de la métropole, le blé. Les généraux russes qui conquièrent de nouveaux territoires le long de la mer Noire connaissent Olbia Pontique. Son nom est mythique, elle figure dans les écrits du premier grand historien Hérodote, qui la présente comme une cité grecque au milieu des terres sauvages scythes. Hérodote décrit l'histoire du roi Scythe qui a eu lieu ici, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce roi Scythe, qui dirigeait cette cité, est tombé amoureux de la culture grecque et s'est mis à l'imiter. Ses compatriotes, ces barbares du point de vue grec, ne lui ont pas pardonné et l'ont tué. À l'époque où les Russes colonisent ces terres, l'impératrice Catherine II chérit un projet improbable, le projet grec. Libérer du joug turc la ville de Constantinople, le foyer de la chrétienté orthodoxe, situé de l'autre côté de la mer Noire. La tsarine, proche de Voltaire et des Lumières, ambitionne de faire ainsi renaître la Grèce antique, ce berceau de la culture européenne. Un projet fou, bientôt abandonné. Mais Catherine II érige sur la côte de la mer Noire de nouvelles villes russes au nom grec, dont la grandiose Odessa. Les rues d'Odessa se coupent à angle droit, à l'image des plans en damier de l'Antiquité. Au cœur de la ville, longeant la mer, le boulevard Primorsky est le centre névralgique de la vie odessite depuis le 19e siècle. Les traces de la cité grecque sont sous nos pieds, à 1,5 mètre de profondeur. Bien évidemment, les premiers bâtisseurs d'Odessa qui ont creusé ici, à la fin du XVIIIe siècle, ont vu que les sous-sols regorgeaient de tessons d'amphores.
Ce n'est pas un hasard si les ingénieurs militaires russes se sont mis à faire des recherches dans le domaine de l'archéologie. L'archéologie est devenue un moyen pour justifier notre présence sur cette terre, y compris aux yeux des Turcs. Le discours, c'est « Nous n'avons pas envahi ce territoire, nous l'avons rendu à la civilisation européenne ». Il y a eu la lumineuse Antiquité, puis la période sombre du Moyen-Âge turc. Et là, la lumière est de retour. Au XIXe siècle, Odessa devient le grand fournisseur de blé en Europe. Les maîtres de la ville dédient au commerce ce palais pour héberger la bourse. Ce bâtiment est construit dans le style d'un temple antique. C'est voulu. L'architecte tenait à souligner, avec cette architecture classique, l'inspiration grecque de la ville. Sur la façade, on voit une statue d'Hermès, dieu du commerce. L'autre statue, c'est Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons. Le commerce et l'agriculture sont les deux composantes du succès d'Odessa. La croissance d'Odessa est fulgurante. En moins d'un siècle, elle devient la 3e plus grande ville de l'Empire, derrière Moscou et Saint-Pétersbourg. Le symbole de cette puissance est son célèbre escalier monumental, immortalisé par le réalisateur Eisenstein dans son film Le cuirassier Potemkin. En haut trône depuis 1828 la statue du plus célèbre gouverneur d'Odessa, un Français fuyant la Révolution, le duc de Richelieu, représenté en toge antique. La plupart des voyageurs qui venaient ici au XIXe siècle arrivaient par la mer. Et la première chose qu'ils voyaient, c'était ce panorama impressionnant de la ville, toute jeune et nouvelle, érigée à partir de rien. L'escalier lui-même était saisissant. Il l'est toujours. En bas, à l'époque, l'escalier surgissait de nulle part. Il n'y avait ni port ni plage. Et en haut, l'escalier finissait sur cette place demi-circulaire, avec la statue du duc de Richelieu au milieu. C'était l'incarnation de l'harmonie. L'idéal antique de l'harmonie nourrit encore l'imaginaire des artistes d'Odessa. Au cœur de la ville historique, l'atelier du sculpteur Mikhail Reva regorge de statues mêlant influence de l'Antiquité à celle de la préhistoire. Cette œuvre, inspirée des Vénus paléolithiques de l'Esplugue, ornera bientôt le parc d'inspiration grecque au pied de l'escalier Potemkin. La sincérité des premiers sculpteurs m'émeut et m'inspire. Odessa est une ville mythe. Ses fondateurs y ont insufflé l'esprit d'Europe et de fraternité. Odessa a toujours été une sorte de porte, de fenêtre vers l'Europe. On sent ici une certaine liberté, un autre souffle. Le totalitarisme n'a pas pu prendre racine ici, même à l'époque soviétique. Une porte en bronze imaginée par le sculpteur, réplique d'une vieille porte odessite, célèbre l'esprit de sa ville natale. Le matin, le soleil y pénètre pour éclairer la cité, hommage slave au monde hellénique.